Aujourd'hui, on a des médecins qui, au nom de la santé, ont pensé que des décisions qui allaient nuire étaient légitimes. Et à aucun moment, j'ai l'impression on a levé le nez du guidon en se disant « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» On a des gens qui sont devenus complètement hypocondriaques, on a des gens qui se méfient de tout, comme si la peur de la mort et le besoin d'hyperprotection prenaient le pas sur la pulsion de vie. Et je pense qu'il est temps qu'on se réenracine dans ce qu'est véritablement notre condition humaine pour ne plus avoir peur de ce qui fait partie de la vie. La maladie, ça fait partie de la vie. C'est pas un drame. Par contre, paniquer et faire des dégâts collatéraux infinis, ça c'est un drame. Parce que si la maladie fait partie de la vie, sacrifier la vie pour éviter la maladie, c'est totalement absurde. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Alors vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et puis peut-être aussi aborder la notion de vision holistique de la santé qui, je crois, vous est chère? Oui, alors moi j'ai choisi en fait de faire des études de psychologie à l'école des psychologues praticiens. Après avoir réfléchi entre médecine pour être psychiatre et psychologie. Et en fait, je voulais pas prescrire, tout simplement. Donc, j'avais pas envie d'avoir une approche médicamenteuse du symptôme psychique. Et je voulais vraiment mener des psychothérapies par la parole et avec d'autres approches parce que la parole libère. En fait, on est vraiment des êtres de parole et on pense que les mots, c'est du vent. En fait, les mots, ce sont des actes. Les mots amènent des images, les mots peuvent transformer, ils peuvent détruire, mais ils peuvent aussi aider quelqu'un à guérir. J'ai passé le concours de l'école des psychologues praticiens, j'ai fait une spécialité en psychopathologie, je suis sortie en 2006, après un mémoire-thèse sur le lien entre l'image du corps et les émotions. Donc j'ai beaucoup travaillé auprès de gens qui avaient des pathologies psychosomatiques. Et puis je me suis installée en libéral et en parallèle j'avais un poste à l'hôpital, à la PHP. Que j'ai quitté à la fois parce que mon activité libérale s'était beaucoup développée et puis parce que justement je n'y trouvais pas cette vision holistique de la santé qui était vraiment importante pour moi. En fait, pour le dire de manière un petit peu grossière, le psychologue a pour objectif la personne qui à un certain moment de sa vie peut présenter des symptômes psychiques alors que le médecin est d'abord focalisé sur le symptôme et la suppression de ce symptôme. Ce sont deux approches complémentaires, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc j'ai quitté la PHP, j'ai travaillé exclusivement en libéral, et puis à côté j'ai une activité d'écriture, effectivement. Voilà. Et donc je suis toujours à la recherche dans les psychothérapies en fait, de l'alliance qui va permettre aux patients de s'appréhender comme une personne globale, avec à un moment donné dans sa vie peut-être un symptôme, et avant de chercher à supprimer le symptôme, j'essaye de comprendre ce que ce symptôme a à dire. En fait, ça part des travaux de Jung, le psychiatre et psychanalyste suisse, qui, à l'époque, au Burgosli, dans cet hôpital psychiatrique, voyait des schizophrènes notamment, et se disait, en fait, si on comprend le symptôme avant de le supprimer, on va avoir accès vraiment au mal-être de la personne, et donc sa guérison présentera moins de rechutes. Alors que si vous supprimez simplement le symptôme, vous le maquillez, vous n'avez pas résolu, vous n'avez pas déraciné le mal-être, donc il risque de se déplacer. Si vous supprimez simplement par exemple un symptôme alimentaire, sans comprendre le mal-être qui est dit derrière, en fait les mots MAUX que le patient n'a pas dit à travers des mots, il risque de se déplacer peut-être sur l'alcool, sur la drogue, etc. Voilà. Donc j'ai cette approche-là. Et puis donc j'ai une activité d'écriture en parallèle. Donc au départ j'ai écrit des articles scientifiques, des articles dans des revues grand public aussi, dans des ouvrages collectifs. Et puis ensuite j'ai écrit deux ouvrages toute seule. Là je suis en train de terminer un troisième ouvrage. Je suis en train de signer avec une maison d'édition pour un travail qui sera sur le divorce. Comment faire de cette fracture de vie en fait un événement qui peut nous faire grandir. Comment transformer un échec en réussite en quelque sorte. Voilà, donc j'ai ces deux activités qui se nourrissent l'une l'autre. D'accord, alors justement on reviendra sur comment transformer un échec en réussite, enfin, en tout cas en événement positif à propos de cette crise sanitaire qui va nous occuper aujourd'hui. Alors dans un premier temps, peut-être revenir sur l'impact de l'épidémie et des mesures sanitaires sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous avez pu observer comme pathologie, comme traumatisme chez les patients qui sont venus vous consulter?
Alors, moi, j'ai observé, d'abord, j'ai observé deux catégories de patients. Il y avait des patients qui étaient stabilisés, qui allaient bien, et puis qui ont redécompensé du fait des restrictions. Et je pourrais développer ça par la suite. Donc des et patients puis, que vous suiviez déjà, en fait. Oui, voilà, et qui allaient bien, qui ne consultaient pas parce qu'ils avaient des pathologies mentales, mais qui consultaient parce qu'ils étaient soit en train de se reconvertir complètement ou de changer de vie et qu'ils avaient envie d'être accompagnés ou simplement de faire un travail introspectif parce que quand on sait comment on fonctionne, quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de savoir où on va. Donc le connais-toi toi-même de Socrate, il est une bonne raison de faire une psychothérapie. Il n'y a pas besoin d'être malade au contraire, ça évite de tomber malade aussi, de savoir comment on fonctionne. Donc j'avais des patients qui allaient bien, et puis qui se sont mis à retomber dans des fragilités, et puis des patients qui ne consultaient pas, qui n'avaient pas d'antécédents, et qui sont arrivés, qui se sont mis à la faveur de toutes ces restrictions à présenter d'abord des symptômes anxieux. Sur la première vague, on a eu vraiment plutôt un profil de troubles anxieux qui était lié à l'incertitude, à l'inconnu, et puis au confinement. Et puis avec le temps, du fait que ces restrictions se sont chronicisées, ce qui avait été d'abord un stress aigu, avec des réactions de stress aigu comme l'anxiété et les troubles du sommeil, c'est devenu plutôt une vague de dépression, une perte de sens. Quand vous êtes en télétravail pendant des semaines et des semaines et des semaines et que vous ne savez pas avec qui vous travaillez, voire vous n'avez jamais rencontré vos collègues pour quelqu'un qui vient de prendre un nouvel emploi, ce que vous faites n'a pas de sens. Le travail est tellement fragmenté. L'ordinateur étant votre seul interlocuteur, il n'y a plus de créativité en fait. Votre cerveau s'atrophie, s'endort complètement, il n'y a plus de rythme cérébraux, donc il n'y a plus de vitalité psychique. Donc ces gens-là, forcément, ont développé des syndromes dépressifs, notamment des addictions aux écrans, des addictions à l'alcool, des addictions à la nourriture, des addictions au cannabis et autres. Et puis, ce qui m'a beaucoup inquiétée, dès l'automne, dès la rentrée des vacances d'été, une surconsommation des benzodiazépines et des antidépresseurs parce que ces patients, en fait, n'avaient pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, pour aller bien psychiquement, en gros, il a besoin d'avoir des repères. Tous nos repères ont volé en éclats. Il a besoin d'avoir un sentiment de contrôle. Or, les gens se sont sentis extrêmement impuissants. Et puis, il a besoin de pouvoir se projeter. On sait bien que quelqu'un qui arrive dans votre cabinet et qui dit « moi, je ne me projette pas », qui ne voit pas le futur, c'est quelqu'un qui est déprimé. Le propre de la dépression, c'est qu'on ne se projette plus, le temps est suspendu. Or, la crise sanitaire a créé cette espèce de suspension du temps où on ne savait plus si on était mardi, jeudi. Donc voilà, il y a eu aussi cette impossibilité de se projeter qui a fait beaucoup de dégâts. Et dans un troisième temps, avec des pédiatres, avec des pédopsychiatres, on a été très préoccupés de voir s'effondrer une population qui, jusqu'à présent, tenait, malgré le masque à l'école. C'était les 7-11 ans. Et là, on a vu des enfants dans une période normalement de la vie où, sauf pathologie grave ou maltraitance, les enfants vont bien, ils ne sont plus dans la toute petite enfance, ils ne sont pas encore dans le chaos de l'adolescence. Entre 7 et 11 ans, normalement, on va bien, on est dans l'adaptation, on se fait des copains, on est dans les apprentissages. Et cette population a commencé à aller mal, donc des enfants qui somatisaient, qui n'arrivaient plus à apprendre, n'arrivaient plus à mémoriser. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu le visage de leur maîtresse aussi, donc il y a une déshumanisation. Le visage exprime les émotions. Donc on a déshumanisé ces enfants qui se sont sentis complètement en déprivation, alors qu'ils s'adaptent, qui disent ça va plutôt bien, parce que les enfants essayent toujours de rassurer les adultes. Mais ça nous préoccupe, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont des retards de langage, il y a aussi ceux qui n'avaient pas de problème et qui commencent à être extrêmement fragilisés par la perte du sport, la perte des interactions sociales, l'éloignement avec certains amis qu'ils voyaient aux vacances et qui ne voient plus. Voilà. Donc ça a engendré une quantité d'effets papillons et de troubles aussi bien somatiques, de sédentarité, d'obésité, de troubles psychiques et puis de troubles psychosociaux, de violences conjugales, de femmes qui ne peuvent pas aller à l'hôtel quand elles se font battre parce que les hôtels sont fermés. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient déjà des situations difficiles et c'est devenu des tragédies. Alors, est-ce que selon vous, le rapport entre les bénéfices qui étaient attendus de ces mesures sanitaires et sociales et les risques qu'elles pouvaient engendrer, sur la santé mentale notamment, est-ce que ce rapport a été bien mesuré ? Est-ce que la réponse qui a été apportée, finalement, à travers la politique sanitaire, a été proportionnée au danger ? Non, pas du tout. Parce que je pense qu'on a réagi avec... En fait, quand le Covid est arrivé, on était en février-mars 2020 dans une société qui s'était raconté que
on était un peu tout puissant, que la finitude, on arrivera à la surmonter avec la souffrance aussi. La souffrance et la finitude, on pouvait les masquer avec un coup de transhumanisme, un coup d'antidépresseur, un coup d'analgésique. Et donc on pensait avoir des recours technologiques infinis pour contourner tout ce qui nous faisait peur. Toutes nos angoisses de mort, de solitude, etc. C'était vraiment cacher cette souffrance que je ne saurais voir. Et dans les grandes villes, on ne voit pas la mort, si vous avez remarqué. Dans les campagnes, on voit encore des cortèges, des enterrements. Dans la ville, on voit très peu la mort. Donc ça a fait effraction dans ce fantasme. On s'était raconté des choses. Et évidemment, quand on a essayé de refouler quelque chose, le retour du refoulé, panique. Donc comme la mort et la vulnérabilité ont fait effraction, que malgré notre modernité, la pandémie était possible, la maladie était possible, pour tous les gens qui n'avaient pas encore été confrontés à la maladie et à la mort, il y a eu un espèce de choc qui les a sidérés. Et le politique a répondu en allant dans la peur. Et quand vous allez dans la peur, vous ne prenez pas des décisions mesurées. Vous êtes dans la panique, vous focalisez sur un détail, et là on a dit, la santé, c'est une courbe de circulation virale. Or, la santé humaine n'est absolument pas l'évitement d'une maladie. On ne peut pas réduire la santé humaine à l'éviction ni du cancer, ni du palu, ni du... Ça fait partie de la santé d'éviter des maladies mortelles. Mais ça n'est certainement pas la santé. Ce n'est pas parce que mes patients n'ont pas le Covid qu'ils sont en bonne santé. Donc on a fait cette première grossière erreur de vouloir mettre la priorité absolue sur l'éviction d'un virus, quoi qu'il en coûte au reste de la santé. Donc ces mesures sanitaires n'étaient pas sanitaires. C'est-à-dire qu'on a laissé la pauvreté doubler, on a laissé, avec tout ce que ça engendre en termes de... on sait bien que quand on est pauvre, on a une espérance de vie qui est moins longue. Donc le fait que les enfants n'aillent plus à l'école, que les gens n'aient plus de rythmes cérébraux, qu'ils dorment mal, qu'ils mangent mal, qu'ils aient plus d'interaction, quand on sait l'importance du toucher pour lutter contre la dépression notamment. Les recherches en immunologie montrent depuis des années que l'affection, le toucher sont des éléments essentiels aussi bien à l'immunité que pour lutter contre la dépression. Et tout ça, on a dit, c'est pas important, c'est pas la priorité. Alors, sur un mois, l'être humain, il est résilient, il a des ressources. Sur un an, ça fait évidemment des dégâts collatéraux extrêmement importants. Alors, on parle justement beaucoup de Covid long et des gens qui ont des symptômes plusieurs mois après. Est-ce qu'au niveau des traumatismes sur la santé mentale, est-ce qu'on est dans le même cas de figure? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se poursuivre pendant plusieurs mois? Il faut bien comprendre qu'un confinement ne s'arrête pas quand on déconfine. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, oui, parce qu'on a été confinés dans de bonnes conditions ou qu'on a des ressources dans notre vie à ce moment-là qui nous permettent de passer à autre chose assez rapidement. Mais pour beaucoup de gens, un confinement long, ça veut dire désapprendre à vivre normalement. Donc du jour au lendemain, on leur dit « vous pouvez vivre normalement », bah oui, ils peuvent, mais ils n'en ont pas forcément la capacité. C'est-à-dire qu'à force de faire peur à quelqu'un, il finit par avoir peur. Donc il finit par être très anxieux, il finit par perdre même le goût des interactions sociales, c'est-à-dire que quand l'envie a trop attendu, que fait le cerveau pour s'adapter? Il supprime ce désir. Donc c'est très dangereux en termes de pulsion de vie, parce qu'aujourd'hui on a des syndromes de la cabane. Moi j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent syndrome de la cabane ou syndrome de l'escargot, c'est en fait cette suradaptation qu'il y avait chez des chercheurs d'or américains qui ont été des mois dans des petites cabanes pour trouver de l'or, et quand ils sont revenus en ville avec leurs femmes, leurs enfants, etc., ont très mal vécu la foule, le bruit, le rythme normal de la vie d'un être humain qui est un être de relation. Or, la relation humaine, elle est indispensable à notre survie. Vous ne seriez pas là et je ne serais pas là si deux personnes à un moment donné ne s'étaient pas rencontrées. Donc si, pour des raisons de santé, on crée des conditions qui font que les gens ne supportent plus l'altérité, on a forcément un gros problème. Et aujourd'hui, effectivement, on a des syndromes de la cabane, on a des gens qui sont devenus complètement hypocondriaques, on a des gens qui se méfient de tout, comme si la peur de la mort et le besoin d'hyperprotection prenaient le pas sur la pulsion de vie. En fait, c'est ça, on est passé, finalement, c'est la valeur de la sécurité a été érigée en valeur suprême au détriment d'autres valeurs qui sont finalement tout aussi fondamentales, si ce n'est plus. Oui, mais parce qu'en fait, quand un problème arrive, il faut le recontextualiser, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La pandémie, elle est arrivée dans nos sociétés à un moment où on s'était raconté que tout était possible tout de suite, qu'on était tout puissant, qu'il y avait une instantanéité, une réponse obligatoirement une réponse de la médecine. Or, la mort fait partie de la vie. En fait, on avait oublié que la mort faisait partie de la vie. Donc,
on a voulu tellement ériger la protection et la sécurité et l'absence de risque en valeurs suprêmes, alors que le confort et l'absence de risque, ce ne sont pas des valeurs. La liberté est une valeur. La santé, éventuellement, est une valeur, mais l'absence de risque n'est pas une valeur, le confort n'est pas une valeur. Que du coup, en fait, on se met en danger, puisque finalement, la vie, c'est que du risque. La naissance est un risque, manger, je peux faire une fausse route, tout est un risque dans la vie. Et on a tellement voulu, mais même, c'est ce que dit Mathieu B. Crawford, qui est un philosophe américain, il explique que même nos voitures montrent ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ces voitures qui conduisent toutes seules, qui ont des airbags, qui ont une conduite automatique, en fait, à force de vouloir supprimer le risque, elles créent du risque. Parce que ce qui fait que le cerveau est vigilant, c'est que pour la survie de l'espèce, il doit en permanence analyser son environnement et s'y adapter. Donc si vous fabriquez trop d'outils avec l'intelligence humaine qui suppriment le risque, l'intelligence humaine n'a plus de raison d'être. Donc en fait, on crée des dépressions, on crée un affaissement de l'intelligence, on crée un affaissement de l'adaptation, donc on va à l'encontre de la vie au nom du confort. Et je pense que cette crise révèle vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a voulu tellement de protection, tellement de survie, qu'on a arrêté la vie pour éviter la mort. Donc on est dans un paradoxe qui est complètement dingue. Et donc il n'y a pas seulement les restrictions qui ont créé des dépressions. Il y a aussi pour beaucoup de gens ce sentiment qu'il y a une inversion des valeurs. Et notamment la fermeture des écoles, même si on est un pays qui a peu fermé les écoles par rapport aux États-Unis. Quand une société en arrive à penser qu'on peut fermer les écoles pour une maladie dont la létalité est inférieure à 0,5% et qui ne touche pas les enfants, ça veut dire qu'on est prêt à sacrifier des pans entiers de notre civilisation pour éviter un virus. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir une véritable peste noire qui va toucher les enfants, en fait ? On n'est plus outillé pour faire face aux dangers psychiquement. C'est ça qui est très préoccupant, je trouve. Vous avez parlé même, je crois, d'une forme d'hystérie, enfin de disproportion de réaction par rapport à la dangerosité de ce qui nous arrivait. Oui, j'ai eu le sentiment qu'on était beaucoup plus gouverné par la peur que par le désir. Beaucoup plus par la peur de la maladie que par le désir de traverser l'épreuve. Et alors finalement aussi, est-ce que cette crise, donc on voit qu'on réduit l'être humain à des besoins purement physiologiques en supprimant tout ce qui est contact social, affect, affection, désir de vie. Qu'est-ce qu'elle dit aussi de notre rapport à la vérité, au logos, puisqu'on a eu des discours assez contradictoires souvent sur les plateaux de télévision ou de la part de responsables politiques aussi. Et en parallèle, on a eu une avalanche de chiffres, une avalanche de statistiques, voire d'images aussi. On se souvient des images de réanimation qui sont répétées à l'envi dans les médias. On a l'impression que le sentiment et l'émotion ont pris le pas aussi sur la raison. Oui, et alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'effectivement, on a été uniquement dans le chiffre. Mais le chiffre, c'est une régression par rapport à la parole. La mise en parole, la mise en histoire, c'est un progrès par rapport aux purs chiffres statistiques. L'être humain n'est jamais réductible à un chiffre. Et d'ailleurs, quand on parle de système d'intelligence artificielle, moi je préférerais qu'on parle de système cognitif parce qu'une intelligence est par nécessité vivante. Sinon, ce n'est pas de l'intelligence. C'est éventuellement du raisonnement, mais c'est de la technologie, c'est pas vivant. Et paradoxalement, on a été dans une hystérisation de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a voulu ramener l'être humain à un chiffre, à des besoins caloriques, à des besoins physiologiques, n'étaient essentiels que les grandes surfaces. Alors qu'en fait, on est des mammifères. Des mammifères, ça veut dire que notre cerveau reptilien n'est pas suffisant pour notre survie. Le mammifère, c'est le moment où l'espèce a besoin du lien entre la mère et son petit pour la survie. Mammifère, ça veut dire qui porte à la mamelle, c'est-à-dire que la mère nourrit son petit. Donc, un mammifère, s'il n'a pas le toucher, s'il n'a pas le lien affectif, il se laisse mourir. Donc, on a créé des syndromes de glissement chez des personnes âgées en pensant les protéger. En fait, on les a poussés vers la mort. C'est-à-dire que je pense qu'on a réduit leur espérance de vie parce qu'on les a tellement isolés que leur vie ne valait plus la peine d'être vécue. Parce que l'existence humaine ne peut pas être réduite à la survie. Donc le paradoxe, c'est qu'au nom du chiffre, en fait, en hystérisant le chiffre, on a voulu supprimer l'émotion. Or, quand vous regardez la biologie, quand vous regardez un manuel du règne animal, le mammifère, c'est le moment où la survie de l'espèce dépend de l'émotion. C'est-à-dire que si vous avez un trauma crânien qui vous permet de garder vos fonctions de raisonnement et d'abstraction, mais que je vous supprime
le cortex limbique qui est le cerveau qui gère les émotions et la mémoire. Vous allez être très intelligent, mais vous allez être un parfait psychopathe. C'est-à-dire que vous n'aurez plus d'empathie, c'est-à-dire que vous ne serez plus en capacité de décoder sur le visage de l'autre ce qu'il ressent. Donc vos décisions sont potentiellement très dangereuses. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est assez ironique de voir que le grand marqueur du Covid, c'était le masque. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le visage, on ne voit plus les émotions. Donc moi, je trouve que quelque part, si on pousse la métaphore, dans cette crise, on a réagi d'une façon où on a perdu la face, on a perdu notre dignité. On a dit on peut déscolariser les enfants pour se rassurer. Nos bébés, ils vont voir des visages masqués. Mais un enfant qui n'apprend pas à décoder les émotions, c'est quelqu'un qui risque de devenir un psychopathe. Donc on a pris des risques sanitaires au nom de la santé que je trouve démesurés. Moi, psychologue et mère de famille, oui, c'est vrai. On a vu en fait qu'il y avait des oppositions très fortes dans la société sur des sujets de santé publique, que ce soit le port du masque, les protocoles de traitement, la vaccination, maintenant le pass sanitaire. Aussi peut-être un certain clivage générationnel entre les jeunes générations et les anciennes. On a souvent mis en avant le fait qu'il fallait protéger les plus vulnérables. Emmanuel Macron a demandé aux jeunes de faire des efforts. Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise a généré ou accru des fractures dans la société, qu'elle a peut-être favorisé aussi une logique de division? Alors des fractures, oui, parce que de toute façon, quand vous isolez les gens et que tout le monde est dans un bunker, il n'y a plus de lien social. Donc les raisons aussi de faire des efforts et de se comprendre et de se parler sont réduites à néant, en fait. Même le télétravail, ça fragmente tout. Donc bien sûr que ça crée plein de micro-fractures. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'au début, on a beaucoup dit qu'il y a une opposition générationnelle. Moi, sur le terrain, j'ai pas, dans mon cabinet, aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des étudiants, eu le sentiment qu'il y avait une telle opposition. J'ai même eu l'impression que les personnes âgées me disaient la même chose que les étudiants. C'est-à-dire, au nom du bien, on me pousse dans la dépression. Au nom du bien, pour me faire du bien, on m'impose des choses qui font que ma vie n'a plus de sens. Et ça, je l'ai entendu aussi bien chez des étudiants qui pleuraient pour aller à la fac. Enfin, on en est là quand même. On a des étudiants qui supplient de pouvoir aller à la fac. Que chez des personnes âgées qui disaient « mais je suis vaccinée, je ne peux toujours pas voir mes proches ». Donc, je ne sais pas si on peut généraliser cette fracture. Ce qui est sûr, c'est qu'au nom de la solidarité, on a pris le risque de créer une amertume qui va créer beaucoup plus d'individualisme. Parce que maintenant, les jeunes, ils sont acculés, ils sont dos au mur, ils vont être obligés de faire du chacun pour soi. Comment je trouve un stage, comment je trouve un petit boulot. Donc en fait, au nom de la solidarité, on les a sacrifiés. Parce qu'on leur a retiré des années de construction qui ne sont pas négociables. En fait, moi, ce qui m'a posé un problème, c'est qu'on a parlé d'efforts. Et pour vous, moi, pas aller au cinéma, c'est un effort, ok. Mais il y a eu un glissement sémantique, ou pas. Il y a eu un glissement sémantique où on a confondu l'effort et le sacrifice. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des libertés sur lesquelles on peut débattre dans une société, et puis il y a des libertés qui ne sont pas négociables, qui sont inhérentes à l'existence. La liberté de bouger, la liberté de se voir, de se toucher, d'étudier, d'apprendre. Et en fait, ces jeunes, on leur a prescrit, pour être des bons citoyens, de faire tout l'inverse de ce qu'ils avaient besoin de faire pour devenir des adultes responsables. C'est-à-dire, ne fais plus sport, reste chez tes parents, derrière un écran, alors que ça fait 5 ans qu'on leur dit qu'ils regardent trop des écrans, ne va plus en cours, ne pose plus de questions à tes profs, ne tombe plus amoureux, à un moment essentiel dans la vie, puisque la fin de l'adolescence, c'est le moment où vous commencez à prendre de la distance avec le modèle parental, qui a un certain nombre de clés à vous donner, le modèle parental, mais qui n'a pas toutes les clés pour le monde de demain qu'il ne connaît pas et que vous allez devoir construire. Et ça, ces clés-là, vous allez les trouver en vous frottant aux autres, en vous comparant, en prenant, pour le dire vulgairement, des râteaux, en ayant des échecs et en apprenant. Et en fait, on les a ligotés, on les a empêchés de faire ça. Et pour moi, ce n'est pas un effort, c'est vraiment une amputation. Et quand je vois l'état dans lequel sont certains, et le fait qu'ils demandent des benzodiazépines et des antidépresseurs, alors que ça n'est pas le lieu, normalement, ça n'est pas le lieu, c'est évidemment très préoccupant. Donc finalement, quand Emmanuel Macron avait dit on fera tout pour nos jeunes, je crois, au mois d'octobre, finalement, ce n'est pas vraiment le sentiment que vous avez. On ne fait pas tout pour nos jeunes, au contraire, on est plutôt en train de sacrifier l'avenir, en fait, la société de demain à travers eux.
En tout cas, je pense qu'on oublie que nos jeunes, on leur doit quand même, on leur doit pas tout, mais on leur doit quand même de leur transmettre la possibilité de construire le monde de demain. Et moi, je me demande quelles valeurs on leur transmet. Parce qu'en fait, on ne leur a transmis que de la peur. On leur a dit, nous, on prend toutes les décisions sur la peur. Et on les a culpabilisés. Et moi, je trouve très pervers de culpabiliser les jeunes, de leur faire porter l'idée que potentiellement, le fait qu'ils aient envie de vivre et de se retrouver, c'est égoïste et criminel. Non, ils sont dans la pulsion de vie. Moi, je n'ai pas vu un étudiant qui ne s'est pas fait tester avant d'aller voir ses grands-parents. Je ne connais pas d'étudiant qui est mis en danger qui que ce soit. Donc quand il y en a qui font des fêtes sauvages, etc., j'ai envie de dire, mais quelque part, on se prend le manche du bâton. C'est-à-dire que comme on les a empêchés de faire des choses nécessaires à leur développement, quand vous serrez d'un côté, ça ressort de l'autre. Donc ça a explosé de l'autre côté. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, c'est intéressant parce qu'on a observé que les courbes avaient remonté, les courbes de circulation, au moment où on avait refermé les restaurants. Ce qui veut dire qu'une restriction qui est applicable à court terme, quand elle renégocie trop les besoins vitaux de quelqu'un, et notamment les besoins d'interaction sociale, elle ne peut pas être appliquée, elle ne peut pas être respectée. Donc les gens contournent. Et en contournant et en faisant des fêtes secrètes, des réunions chez eux, fenêtres fermées pour ne pas se faire prendre, c'était contre-productif. Donc en fait, ces règles, elles étaient d'abord pas légitimes parce que dangereuses pour la santé mentale et de toute façon pas applicables, donc du coup, pas efficaces. Et je pense que c'est là qu'il aurait fallu se remettre en question plus tôt. Maintenant, Emmanuel Macron, il avait certainement un tiraillement et un dilemme peut-être cornélien entre la pression qu'il avait d'un côté de ne pas avoir trop de morts du Covid parce que le politique est dans une époque. Dans une époque qui lui dit pour être élu, il ne faut pas qu'il y ait trop de morts de la pandémie. Et de l'autre côté, les dégâts majeurs. Mais le fait qu'on n'ait pas pensé plutôt aux dégâts psychiques que ça allait faire, ça parle de notre société et de notre époque. On est sur des programmes, beaucoup plus que sur des valeurs, et où quand même, oui, c'est la mode du développement personnel, mais le psychisme, c'est quelque chose qu'on n'intègre pas. Dans les programmes scolaires, même dans les programmes des maternelles, les émotions, la relation à l'autre, comment on se parle, le respect de l'autre et de soi, l'équilibre, comprendre comment notre corps fonctionne, c'est des choses qui n'existent pas. Donc c'est aussi le reflet de ça, les décisions qu'on a prises. Le reflet de ce dont vous parliez au début de l'interview, finalement, ce lien entre le corps et l'esprit qui, manifestement, n'existe plus beaucoup, en tout cas est très distendu en Occident, en tout cas. Oui, et qui peut pousser les choses à des absurdités, des paradoxes incroyables, même on se demande comment ça peut germer dans la tête d'un médecin, l'idée qu'enfermer de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme puisse aider les gens malades. Mais en fait, je pense, et ça je l'ai déjà dit, que quelqu'un qui arrive en réa, l'idée que tous ses concitoyens soient assignés à domicile, ça lui fait une belle jambe. Lui, il veut être soigné. Et en fait, on s'est dit, pour contrôler une chose, on va mettre de côté tout le reste. Et à aucun moment, j'ai l'impression on a levé le nez du guidon en se disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'emmener toute une génération, et même tout un pays, dans le mur, parce que les gens qui n'ont pas bossé pendant 1 an parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas essentiels, 3 petits points. Moi, j'en ai qui travaillent dans l'événementiel, qui me disent, je vais me reconvertir, parce qu'en fait, là, je n'ai même plus envie. Même si je peux retravailler, je n'en ai plus envie. Et les managers, pourquoi ils sont en burn-out, les managers, aujourd'hui ? Mais parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ces salariés qui ont perdu le goût d'aller au travail. Donc oui, il y a des dégâts qu'on n'a pas mesurés. Et surtout, il y a des dégâts... Ce qui a été pervers dans le débat, c'est que quand on commençait à montrer ces dégâts-là, on n'avait pas le droit d'en parler parce que, quelque part, on était égoïste ou inconscient ou dangereux parce qu'il y avait des morts. Mais moi, j'ai envie de dire aux médecins qui sont en réa, en fait, en réa, tous les hivers, il y a des morts. Donc, il faut augmenter le volume parce que la population évolue. Mais il ne faut pas tuer les vivants parce que ça ne va pas ressusciter les morts de toute façon. Par contre, faire une génération de morts-vivants qui n'a plus envie de bosser, qui n'arrive plus à se rencontrer et qui perd ses compétences sociales, nous, on va mettre du temps à les récupérer, ceux-là, oui, ça c'est sûr. Et est-ce que ces médecins dont vous parlez n'ont pas eux aussi finalement été contaminés par la peur, ce qui les a poussés à cette logique de fuite en avant et de quoi qu'il en coûte toujours plus ? Mais je pense qu'ils ont été contaminés par la peur, ils ont été contaminés par l'épuisement. Et puis le Covid est arrivé à un moment où ça fait quand même 30 ans que l'hôpital, on ne s'en occupe pas de la bonne manière,
C'est-à-dire qu'on a une gestion tellement bureaucratique et administrative que la notion de soin, la notion de personne, et cette idée que la santé, c'est un tout, et pas une partie avec au premier étage la néphro, au deuxième étage la cancéro, etc., elle a disparu, le sens s'est perdu. Pourquoi il y a des burn-out chez les soignants? C'est parce que le sens du travail, ce n'est pas la charge de travail qui fait le burn-out, c'est d'abord la perte de sens. Donc aussi bien les soignants ont perdu pour beaucoup le sens de leur travail, parce qu'il y a une sorte de mainmise de l'administratif à l'hôpital, que du coup le médecin est tributaire de tout un tas de décisions déconnectées, puisque l'ARS met du temps à répondre, etc. Donc ça le décourage. Et le patient n'est plus considéré comme une personne. D'ailleurs, moi j'avais été très frappée quand j'étais arrivée en psychiatrie. On m'avait parlé de la manière dont on traitait les patients. Et en fait, ce jour-là, j'ai su que j'allais partir. Parce que pour moi, on ne traite pas un patient. On soigne une personne. Et je trouve que les mots en disent long. Donc je pense que les soignants étaient contaminés par la peur, par l'épuisement, par le fait que la réa c'est très très dur et qu'ils n'avaient pas les moyens qu'il fallait et que donc là on s'est pris un retour de bâton. Il y a une sorte de vengeance politique aussi. Et puis ils ont été rattrapés par leur formation, c'est-à-dire que la formation des médecins aujourd'hui, ces jeunes qui arrivent à 18 ans pour faire médecine, comment on les aide à devenir des humanistes qui continuent d'aller bien malgré tout ce qu'ils vont voir? On ne les aide pas, donc il y en a qui deviennent complètement dépressifs et qui, à force de voir des trucs sombres, restent focalisés là-dessus. Et puis il y en a qui deviennent extrêmement cyniques, et parce qu'il y a un mort dans leur service, le fait que des enfants se défenestrent ailleurs, ça ne le concerne pas. Ce qui est totalement paradoxal pour un médecin, parce que le médecin prête serment, il prête serment pour ne pas nuire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des médecins qui, au nom de la santé, ont pensé que des décisions qui allaient nuire étaient légitimes. Et alors, comment est-ce que vous analysez aussi le rôle des médias dans cette crise sanitaire? Est-ce qu'on n'est pas parti un peu, parfois, dans une forme de surenchère aussi? On a vu beaucoup d'anxiété aussi chez les gens à force d'entendre tous les jours des nouvelles assez effrayantes. On sait que le stress, d'ailleurs, pour le système immunitaire, c'est quand même très mauvais, ça va les faire descendre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, au moment de la deuxième vague, il y avait quelque chose qui m'avait frappée, c'est que personne n'avait émis l'hypothèse que peut-être aussi, dans cette circulation virale élevée, on avait les conséquences du confinement qui, en stressant les gens et en les privant notamment de soleil, or on sait que le soleil renforce les défenses immunitaires, avait donné des gens qui étaient arrivés à l'automne plus fragiles sur le plan immunitaire. Et ça, personne n'en parle. Il y a même des médecins qui vous soutiennent que grâce au masque, il n'y a pas eu de bronchiolite dans les écoles. J'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont eu une bronchiolite cet hiver, donc je ne sais pas d'où il sort ces informations. Mais donc on a pris effectivement des mesures qui allaient à l'encontre des défenses immunitaires. On a supprimé les salles de sport, on a imposé le masque, on a enfermé les gens. C'est assez paradoxal. Alors du coup, j'ai perdu votre question. Sur le rôle des médias aussi par rapport au climat anxiogène qui s'est installé. Oui, c'est vrai que les tableaux de chiffres répétitifs, moi, je disais vraiment à mes patients, notamment mes patients vulnérables, regardez pas, parce qu'en fait, les chiffres, c'est plaqué. On ne distingue pas les morts du Covid des morts avec du Covid. À côté, on ne vous met pas les chiffres des morts du cancer ou du palu, donc forcément, ça fait des gros chiffres qui arrivent comme ça d'un coup. Donc ça fait paniquer. Les chiffres, c'est quelque chose de brut, on ne peut pas élaborer. Les médias, ils sont souvent dans un climat anxiogène. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'ils arrêtent de regarder la télévision parce que ils n'ont pas l'impression qu'ils réfléchissent, ils ont l'impression qu'ils angoissent et qu'ils sont sidérés. Donc, j'imagine... D'ailleurs, beaucoup de journalistes étaient très épuisés au bout d'un moment, à force de ne parler que du Covid. J'ai des journalistes qui m'ont confié qu'ils avaient presque envie qu'on parle à nouveau des grèves. Enfin, vous voyez que vraiment, le Covid, ils n'en pouvaient plus, ils saturaient complètement. Il y a une espèce d'obsessionnalité. Ça, il y a eu vraiment une espèce d'obsessionnalité qui était complètement incroyable, mais je ne pense pas qu'elle a touché tous les Français. Je pense que beaucoup de Français n'avaient pas envie et se sont dissociés de ça et ont coupé les infos anxiogènes. Mais de la part des pouvoirs publics, oui, le Covid a dirigé nos vies. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais qu'on puisse considérer que la vie n'existe plus et que seul un virus existe. Ça, pour moi, c'est complètement abyssal. D'autant que si un confinement est légitime, il n'y a pas besoin de l'imposer. Je veux dire, si c'est la peste noire et qu'il y a des morts qui s'entassent dans la rue, je vous assure que vous n'avez pas besoin d'une attestation pour sortir, vous ne sortez pas. Donc un confinement n'est légitime que quand en fait... un auto-confinement seul est légitime. Si on le débat, c'est qu'il y a des gens qui jugent le risque, c'est subjectif le risque.
Il y avait des gens pour qui c'était dangereux de sortir, il y avait des gens pour qui ça ne l'était pas. Donc cette notion d'objectiver le risque, alors que le risque est toujours éminemment subjectif, parce que oui, si votre femme elle a un cancer et qu'elle est immunodéprimée, je comprends très bien que vous vouliez vous faire vacciner. Par contre, qu'on débatte de vacciner des gens qui ont 12 ans, d'une maladie qui ne les touche pas, je pense qu'il va falloir respirer et se remettre à penser. Donc peut-être que oui, les médias ont participé effectivement à un climat anxiogène. Après, c'est la parole qu'on pose moi, j'ai une parole dans les médias. J'interviens dans les médias. Je pense qu'on doit réfléchir à notre éthique quand on pose une parole publique. Est-ce qu'on nourrit la peur? Et quand on nourrit la peur des autres, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de satisfaire son petit ego? Ou est-ce que on essaye d'abord d'enlever la panique, qui ne peut que nuire, parce que la peur, la seule chose que ça fait à la santé, c'est que ça affaisse les défenses immunitaires, comme vous l'avez dit. Et est-ce qu'on donne aux gens à voir, avec des images sidérantes et culpabilisantes, qui font qu'ils oublient leurs propres besoins, comme une de mes patientes qui a Parkinson et qui n'osait pas consulter son médecin, pour ne pas le déranger, ou est-ce qu'on donne à penser? Et peut-être que parfois, quand on a une place dans les médias, notre objectif premier n'est pas de donner à penser, parce qu'on veut mettre en avant son propre avis, sa propre idéologie, mais d'ailleurs, personne n'est à l'abri de ça, je suis en train de le faire. Mais voilà, je pense qu'il y a une éthique médiatique qui serait de se dire, est-ce que j'essaye d'apporter des éléments de réflexion ou est-ce que je prêche uniquement pour ma paroisse? Mais bon, ça c'est la nature humaine, on a tous un ego surdimensionné à plus ou moins grande échelle. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale? Je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'il y a certainement des défenseurs du passeport sanitaire qui disent que c'est le seul moyen de sortir de la crise, etc. Oui, mais encore une fois, quand on cherche des solutions court-termistes, parfois on sacrifie le futur. C'est quoi une société qui va commencer à stigmatiser, à discriminer, à distribuer les bons points en disant « toi, tu es vacciné, donc tu as le 3-2 », « toi, tu n'es pas un bon citoyen parce que tu t'es pas vacciné ». L'État n'a pas à pénétrer, à mon sens, philosophiquement, anthropologiquement, l'intime au point de décider, parce que là, c'est même pas Big Brother, quoi, c'est l'État Big Nounou, quoi. Donc l'État est en train d'être dans une intrusion de l'intimité qui est, pour moi, évidemment, extrêmement dangereuse sur le plan anthropologique, parce que quelle société on dessine? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être stigmatisés et marginalisés simplement parce qu'ils auront fait le choix en conscience. Ils ont le droit quand même de ne pas être vaccinés. Donc, pour moi, il ne faut pas se précipiter sur l'idée que c'est la bonne... pour moi, c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire peut-être ça va solutionner... On croit que ça va solutionner. Moi, je pense que ça va être une cacophonie absolument sans nom, mais apparemment, on aime bien ça. En revanche, ça va créer des problèmes philosophiques, ça va redessiner les contours de la société, tels que Orwell et d'autres les avaient décrites. C'est très dangereux pour moi. Et alors comment, pour vous, est-ce qu'on peut... on connaît tous en fait le proverbe « à quelque chose, malheur est bon ». Donc, comment tirer parti de cette crise, comment tirer profit, la transformer en quelque chose de positif et essayer de s'élever, en fait, de grandir grâce à elle? Je pense qu'il faut revenir en fait aux racines de la médecine et à ce joli proverbe qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Là, je pense qu'on a bien vu ce que ça donnait. Qui est un proverbe qui date aussi quand même déjà d'il y a quelques siècles. Oui, mais bon, dans nos racines, il y a des bonnes choses. Oui, tout à fait. Moi, évidemment, ce que j'aimerais, c'est que on profite de cette crise pour profondément réformer le système de santé, du début à la fin, c'est-à-dire la formation des médecins. Aider nos étudiants en médecine, parce qu'il y en a plein qui vont mal. Les aider sur leur motivation. Nous, les psys, on fait un travail sur nous, donc qu'ils aient aussi un travail introspectif pour se connaître, pour savoir comment ils fonctionnent, comment ils vont réagir par rapport à la mort, à la maladie, à leur propre impuissance. Parce que quand le médecin se protège en étant dans la toute-puissance, c'est là qu'il devient dangereux, évidemment. Puisque la maîtrise par la technologie va prendre le pas sur toute réflexion éthique, et là, l'être humain devient l'esclave de son outil, en fait. Donc il est là aussi le risque. La formation des médecins, la gestion de l'hôpital, évidemment. Enfin, moi, je suis partie de la PHP il y a 15 ans parce que franchement, voir des infirmières en burn-out alors qu'on mettait de l'argent dans des postes administratifs, ça me rendait dingue. Peut-être aussi au niveau des ARS, il y a quelque chose à faire, mais je ne suis pas la première à dresser le constat et je pense qu'il y a des propositions qui vont émerger, enfin je le souhaite,
en ce sens. Et puis vraiment tirer... je pense qu'on a tous vécu la crise à partir de nos situations propres et qu'on en a tous tiré des leçons. Mais il y a vraiment, je pense, 2 leçons à en tirer. C'est que d'abord, la vie, c'est pas éviter la mort. Et que la santé, c'est pas éviter une maladie, quoi. Et que là, il va falloir d'urgence pour nos enfants et pour les valeurs qu'on leur transmet, pour que ce soit des êtres humains debout, verticaux, qui assument le risque, qui soient dans la pulsion de vie, qui assument d'avoir des désirs, parce que c'est dans leurs désirs qu'il y a leur créativité, et pour pas en faire des morts-vivants et des robots, il va vraiment falloir qu'on ait une approche holistique de la santé. Et moi, je pense vraiment que si, notamment dans la santé mentale, on ne fait pas un gros effort, notamment vis-à-vis de la toute petite enfance. Là, il y avait une proposition pour que dans les crèches publiques, il y ait un adulte maintenant, je crois, pour 6 enfants. Alors moi qui suis maman de jumeaux, je pense que les gens qui prennent ces décisions n'ont pas d'enfants ou ne s'en sont jamais occupés. Si on ne fait pas un investissement massif sur les petits, les adultes de demain ne seront pas équilibrés. Donc ça, je pense que c'est vraiment une leçon qu'on doit tirer de cette crise parce que franchement, les enfants et les étudiants, on les a vraiment mis beaucoup de côté. On va me dire, mais non, on a laissé les écoles ouvertes, etc. Je ne peux pas me satisfaire de ça, en fait. Et ça, il ne faut pas faire l'erreur 2 fois, là, parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment tragique. Et alors, est-ce que finalement, peut-être aussi les gens qui sont croyants, qui ont une forme de spiritualité ou une foi, ne sont pas mieux armés pour trouver les ressources intérieures aussi pour dépasser cette crise, puisqu'on parlait du rapport à la mort qui est très prégnant? La spiritualité, la foi, mais en fait aussi plus généralement la pensée et la philosophie. La philosophie, c'est d'apprendre à mourir, c'est-à-dire que réintégrer l'idée qu'on va mourir et du coup rendre notre vie encore plus intense et sensée. Oui, c'est important. C'est là qu'on revient à la formation des médecins. À une époque, les médecins faisaient leurs humanités. Aujourd'hui, on a des médecins qui ne lisent pas. Je pense que c'est important de nourrir sa pensée pour avoir une vision holistique des choses. Donc oui, les gens qui sont croyants, certainement, trouvent des réponses et surtout ont moins peur de la mort. Mais je pense d'une manière générale, les gens qui ont une vie spirituelle qui ne passe pas forcément par un dogme religieux. Enfin, moi, je distingue la spiritualité et la religion. Donc, bien sûr que le spirituel, depuis des années, a un peu déserté nos sociétés occidentales modernes et que, en plaçant la performance, la consommation, le confort comme des nouvelles valeurs, alors que ça ne sera jamais des valeurs, puisque ce qui a une valeur, c'est tout ce qui n'a pas de prix, en fait. On est d'accord. Ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui n'a pas de prix. La santé de votre enfant, ça a de la valeur. C'est-à-dire que vous dites, ça n'a pas de prix. Et ben, en laissant un vide spirituel, je pense que dans les périodes d'épreuve, l'être humain n'a plus de ressources. Mais en fermant les lieux de culture, on a aussi empêché ces ressources. Parce que quand les Grecs faisaient face à des grandes angoisses, c'est-à-dire la mort, la maladie, le sens de la vie, etc., ils avaient la catharsis, c'est-à-dire qu'ils allaient au théâtre et la tragédie mettait en scène et en mots leurs angoisses. Donc ça leur permettait de les élaborer et de les dépasser. Et puis il y a les contes de fées, par exemple. Les contes de fées, ça met en scène des grands conflits, la jalousie, la rivalité dans la famille, etc. Ça permet à l'enfant d'élaborer des conflits psychiques, puisque le conflit est inhérent à la vie. Et en fait, en supprimant tout ça, on précipite les gens dans la peur et dans la panique. Puisqu'en fait, ils oublient que la souffrance, la solitude, la maladie et la mort, ça fait partie de l'existence humaine. Donc, c'est pas grave, c'est malheureux, et il faut s'en occuper, mais c'est pas grave puisque c'est le propre, c'est la condition humaine. Et en fait, on est dans une époque qui s'est tellement déspiritualisée dans certaines sociétés qu'on a oublié notre condition humaine. Et je pense qu'il est temps qu'on se réenracine dans ce qu'est véritablement notre condition humaine pour ne plus avoir peur de ce qui fait partie de la vie. La maladie, ça fait partie de la vie. C'est pas un drame. Par contre, paniquer et faire des dégâts collatéraux infinis, ça c'est un drame. Parce que si la maladie fait partie de la vie, sacrifier la vie pour éviter la maladie, c'est totalement absurde. Or, l'être humain, pour aller bien, c'est pas la difficulté en fait, le problème pour un être humain. Il est outillé pour surmonter la difficulté, la famine, la guerre, la pandémie. Par contre, l'être humain,
il perd pied dans l'absurde. Donc si on refuse ce qui fait partie de l'existence humaine, à savoir la finitude et la maladie, là on est dans l'absurde. Dans l'absurde et dans la solitude aussi. Mais d'ailleurs, moi les gens qui m'écrivent, ils me disent bah oui, on est dans Beckett, on est dans Huxley, on est dans Orwell, voilà. Et est-ce que finalement cette crise, c'est pas elle sonne pas le glas du transhumanisme que certains promouvaient, mettaient en avant, appelaient de leur vœu en quelque sorte? J'aimerais bien, parce que moi le transhumanisme ne m'attire pas tellement. Non, mais je pense que l'éternité, c'est un instant, en fait. C'est pas l'immortalité, c'est la qualité qui compte. Hein. C'est pas le nombre d'années, parce que bon, se prolonger indéfiniment, je pense qu'il faut savoir laisser la place à l'autre, quoi. Là, c'est un délire de l'ego, quoi. Donc, je pense pas que ça sonne le glas du transhumanisme. Je pense pas du tout. Je pense même que des gens vont utiliser le Covid comme un bon prétexte pour poursuivre les recherches en transhumanisme. Oui, j'espère que pour plein de gens, au contraire, ça va encore plus les réenraciner et les réancrer dans des valeurs essentielles de vie maintenant et de plaisir de vivre maintenant avec les gens qu'on aime, quoi. Pas de se prolonger indéfiniment dans un truc complètement psychotique, quoi. Vous voulez dire le glas du transhumanisme dans le sens où cette crise, finalement, elle nous montre que la survie n'est pas la valeur essentielle, en fait, et quand même peut-être que des gens ont conscience de ça de manière beaucoup plus forte qu'avant la pandémie. Bah, la survie n'est pas une valeur, c'est une condition de la vie, mais c'est pas une valeur. C'est pas une valeur suprême. Et effectivement, je trouve que ce qu'a révélé cette crise, c'est que notre pulsion de vie, elle était en fragilité en ce moment. Puisqu'il fallait culpabiliser tous les désirs au nom d'une courbe de circulation virale. Donc vraiment, la pulsion de vie, elle était culpabilisée, stigmatisée. Donc là, on se dit, mais quoi, il y a un truc qui est hyper morbide dans notre société, quoi, qui est complètement dépressif. Enfin, la pulsion de vie devient coupable. Alors que c'est la pulsion de vie qui prolonge la vie, quand même. Et l'effondrement de la natalité, il n'est pas seulement lié, je pense, au fait qu'il y a une crise économique qui s'annonce et qu'on voit qu'il y a toujours, dans les périodes de guerre ou de pandémie, un réflexe de protection et puis que ça reprend après. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je sais pas, je pense, et j'ai entendu dans mon cabinet des gens qui m'ont dit « mais moi je ne fais pas des enfants dans un monde qui a érigé la survie en valeur suprême. C'est pas ça que j'ai envie de leur transmettre. » Et alors, peut-être pour conclure, quel conseil vous donneriez justement aux gens pour arriver à faire preuve de résilience malgré la crise qui perdure finalement, qui s'éternise? Comment continuer à tenir, à dépasser, à trouver les ressources intérieures pour dépasser cette épreuve et justement en tirer quelque chose de positif à titre individuel? Bah, écoutez, je sais pas, la résilience, moi, j'ai trouvé que justement que dans cette crise, on entendait beaucoup l'injonction de « oh, mais il faut faire preuve de résilience, il y a des gens qui meurent, etc. » Donc à la résilience, attention, moi, je trouve plus sain de se déprimer quand on trouve que le monde marche sur la tête pour justement se donner les moyens, en connectant ce sentiment de colère, de dépression, de changer les choses à son échelle, plutôt que d'essayer coûte que coûte. Enfin, la santé mentale, c'est pas aller bien coûte que coûte et dire tout est magique, tout est merveilleux, quand fondamentalement, on sent qu'on est en porte-à-faux avec ses valeurs profondes. Moi, je pense que les gens qui vont bien aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas renoncé à leurs valeurs profondes et qui essayent de continuer à les transmettre et à leur échelle, parce que personne n'est tout puissant, de remettre les valeurs, de ne pas sacrifier le tout pour une partie. C'est pas les gens qui sont pas déprimés qui vont le mieux. C'est les gens qui sont alignés avec eux-mêmes. Et en fait, le but d'une thérapie, c'est que la personne soit alignée. C'est pas que la personne soit suradaptée. C'est pour ça que moi, quand on m'a dit oui, il y a le chèque psy pour les enfants, etc., j'ai dit attention, nous, éthiquement, les psychologues, on doit réfléchir à ce qu'on fait de notre profession. On n'est pas là. On est là pour aider les gens à être alignés. Donc moi, je veux pas qu'ils me payent pour que je les torde. Je veux pas leur dire mais si, le confinement, ça va. Non, ça va pas. On n'enferme pas de force des gens bien portants. Ça n'a pas prouvé son efficacité sur le virus et ce virus n'est pas une justification pour mettre les gens dans un bunker. Parce que ça, c'est la mort assurée. Symbolique, réelle, imaginaire, à court, à moyen, à long terme. Donc, je pense qu'aller bien, ça n'est pas se tordre. C'est dans la tempête, rester aligné et rester fidèle à ses valeurs profondes et réfléchir sur ses valeurs. Et je pense que pour plein de gens, d'ailleurs, ça a été une grosse prise de conscience sur la société dans laquelle on vit. Et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Parce que c'est ça, quand même, in fine. C'est nous, un jour, on va partir, mais qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on transmet?
Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Merci à vous.